Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2024. Enfin! Oui, nous sommes de retour du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême où l'on a pu voir un peu du beau monde quand même. Il faudra qu'on vous raconte ça. Avec DRCL aussi de Kenichi Sakamoto dans nos valises. On vous en parle dans quelques instants. Et cette année, est-ce qu'il y a un manga qu'on attend par-dessus tout ? Bah, pas vraiment. Alors quel manga sera la star de l'année ? Bah ça c'est pas évident à deviner. Là tout de suite maintenant, ce début du mois de février. Moi ce que je me dis, et vous allez me donner votre avis, c'est si ça se trouve, c'est pas un manga mais un modèle de lecture qui va se révéler cette année. C'est-à-dire la lecture dans les yeux. Non, la lecture en ligne. C'est ça. La lecture en ligne. Lecture en ligne ? Ouais, bah, Ouais. je trouve que ça monte tout doucement. Oui. Il commence à y avoir de plus en plus d'acteurs. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, il y a de plus en plus d'offres. Donc, plus il y a d'offres, plus ça va se battre. À un moment donné, les uns vont manger les autres. Bien sûr. Certains vont fusionner, d'autres vont disparaître. Plus ça va banaliser. Attendez, ça fait peur là, tout ce que vous dites. Ah bah non, Trop de justement. changements. Avec même une nouvelle plateforme gratuite oui. de lecture qui arrive au début de ce mois-ci, Nova Manga. Oui. On en parlera dans le supplément quand ça va sortir. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être l'année, alors non pas de l'explosion du manga numérique, mais Ah non. de la douce envolée. Oui, peut-être. Après, c'est quelque chose qu'on attend depuis pas mal d'années, en tout cas. Bah c'est le cas au Japon, on a toujours un peu de retard donc. Ouais, En mais- plus, je pense qu'il y a un lien à faire avec le webtoon quelque part. Plus tu Ah. démocratises la lecture Oui. numérique de webtoon, et plus je pense tu formes une nouvelle génération de lecteurs aussi qui ne se posera même pas la question de lire en ligne ou pas en ligne, tu vois. Ouais, mais même au Japon, je pense que c'est finalement ils ont pris un peu d'avance, mais ils se sont rendus compte ces dernières années que ça commençait vraiment à, Bah, que ça dépassait même à la lecture fonctionner, papier. quoi. Donc oui, bah, ça leur a pris du temps quand même. Ouais, Je veux bah, pas- après, nous Ah aussi, ben ça hein, va nous prendre Ouais. encore plus C'est de ça. temps à mon avis, parce que nous en plus on est bien attachés aux livres, aux librairies. Oui. Bah oui. Après, ça change rien. Moi, je suis un gros consommateur Disneyo. Je trouve que leur offre, elle est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de titres. Et moi qui étais vraiment contre la lecture en ligne jusqu'à il y a, je sais pas, 6-7 ans peut-être. En fait, c'est jusqu'au moment où on m'a offert une tablette et j'ai fait attends, juste pour voir là, vite fait, ça donne quoi. Et maintenant, Ça marche j'avoue que je bien, lis énormément sur tablette. Voire, il y a certains mangas. Je les ai en physique, je préfère les lire sur ma tablette parce que ma tablette elle est un peu plus grande Oh et du là coup je peux là. profiter des dessins en plus Non mais grand, ça c'est quoi. la vieillesse, mec. Ah non, pas du Achète-toi des tout. lunettes. Et attends que t'aies l'option pour grossir les, Ah ouais, les voilà, c'est caractères ça. dans les bulles et tout. Excusez-moi, mais sur du Sakamoto par exemple, on Non, est c'est content sympa, d'avoir ouais. la page Ouais, en très c'est très grand. Non, c'est vrai, c'est Mais vrai. les doubles pages, c'est pas encore ça. Les doubles pages, je suis d'accord, c'est toujours problématique. Bon, on parlera bientôt de mangas en ligne. On fait le point en attendant sur les nouveaux mangas de 2024 dans cette émission, alors restez avec nous dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Vous êtes ici dans la 5e de couve, merci à tous de nous écouter aussi nombreux chaque année. Et dès maintenant, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de l'année 2024. Toutes les nouveautés. Non, Non. pas toutes les nouveautés. On a fait un petit tri évidemment. On a déjà du stock là. Je trouve qu'on a déjà un bon petit stock pour cette année. Salut Julie, salut Cagnard. Salut. Bonjour. Déjà quelques petits mangas sympas ou pas encore ? Ouais, si, quand même. Ouais, carrément. Alors moi, si vous vous souvenez, je l'ai démarré un peu mal. Ah Je bon l'ai démarré même très très mal. Non, attendez, qu'est-ce qui se passe là, le manga est cassé là. C'est cassé, j'y arrive plus. Et sur ma deuxième session de lecture des nouveautés, j'ai vraiment trouvé des petites pépites. Je suis particulièrement content de certains titres qu'on a trouvés. On parlera évidemment des titres du Jump qui vont sortir cette année parce que ça c'est toujours les blockbusters qu'on peut attendre, de quelques ovnis pourquoi pas, ou de titres qui changent. OVNI est un terme un peu galvaudé par moi-même. On parlera de manga d'action, on parlera de réédition, on parlera d'auteurs célèbres qui sont de retour comme chaque année. Puis on a déjà quelques coups de foudre, je le disais dans l'intro, on est revenu d'Angoulême avec dans nos valises DRCL, Midnight Children. Wow. Quel drôle de manga, et en même temps c'est un manga incroyable. C'est ce que j'allais dire, quel drôle de manga, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas habitué avec cet auteur ? Alors, Sakamoto, c'est un auteur dont on a
pas beaucoup parlé dans la 5e de couve jusque-là, alors qu'on est un petit peu tous fans de son travail. Ouais, mais on n'ose pas. Alors, le truc, c'est que pour moi, ça fait partie des auteurs où c'est compliqué de les intégrer dans une sélection. C'est un mec dont il faut parler, et parce qu'on a eu son œuvre. Ouais, il faut une spéciale pour lui parce qu'on a vu son œuvre arriver en France et on a eu tous ses titres. Donc, c'est déjà assez rare pour un mangaka. Et pour moi, ouais, c'est un gros morceau, quoi. Oui. Kenichi Sakamoto, donc pour remettre un petit peu dans le Shinichi Sakamoto, pardon, ouais. Pour le remettre dans le contexte, c'est l'auteur de Innocent. Oui, Innocent Rouge. Et Innocent Rouge ensuite, c'est aussi l'auteur de Ascension. Donc c'est deux mangas vraiment particuliers. Et surtout, c'est une patte graphique qu'on reconnaît, qui est très forte et qui est sans concession. Ouais. Qui est alors c'est marrant parce que c'est la même. On a vu son évolution graphique avant Innocent. On avait déjà eu chez Delcourt Né pour cogner, dont vous avez parlé, qui était un pur manga de baston avec un pitch débile, mais qui était déjà très bien dessiné. Et c'est assez marrant parce que c'est la même chose. On voit vraiment une évolution graphique chez lui et je me demande où est-ce qu'il va s'arrêter, parce que Ascension pour moi c'était déjà le top. Quand je suis tombé sur Innocent, je suis là mais il a passé un niveau encore. Et là, force est de constater qu'il y a encore un nouveau niveau qui est passé. Ouais. En adaptant librement Bram Stoker. Oui. C'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans son travail, c'est que déjà Innocent, c'était l'adaptation d'un roman japonais sur la vie des bourreaux de la famille Samson pendant la Révolution française. Et là, pareil, il lui fait porter, au manga une espèce d'habit de respectabilité, tu vois. Il s'attaque à des espèces de monuments de la culture littéraire. Et en fait, quand tu vois les couvertures, tu dis waouh, il y a une espèce de classicisme qui se dégage de son trait, c'est élégant, ça correspond aux périodes, telles qu'on l'imagine, le 18e ou le 19e siècle. Voilà, exactement. Et en fait, quand tu t'enfonces dans la lecture, mais alors pas du tout. Pas du tout. Et il y a une espèce de jouissance presque, parce qu'il s'amuse totalement à détourner ces codes du classicisme vers des choses qui sont grotesques, vers des choses qui sont complètement aberrantes, hallucinatoires parfois, j'ai envie de te dire. Et quelque part, malgré tout, ça fonctionne et ça correspond aux œuvres dont il est en train de nous parler, quoi. Bien sûr, et après, si tu veux effectivement pitcher ce tome 1 de DRCL Midnight Children, ne le fais pas. Si, c'est vaguement l'arrivée de Dracula en Angleterre, c'est ça, et qui va donc rencontrer des enfants, des enfants, enfin des adolescents plutôt, qui vont, on le comprend très vite, ils vont essayer de le combattre. Donc c'est vrai qu'on est entre le classicisme parce que le début du manga reprend ce que le roman raconte, mais il dévie assez rapidement. Moi, ce que j'ai noté, c'est que chez cet auteur, c'est un auteur que je trouve cruel et j'adore sa cruauté. Il est très influencé par le body horror, ça se voit. Il aime voir les corps malaxés, torturés. C'était déjà le cas dans Innocent, et là on y revient. Il y a des trucs avec la peau, il aime bien quand ça concerne la peau et qu'il y a des fioritures et tout. Et c'est marrant parce que ça m'a rappelé vite fait la série Dracula de Steven Moffat sur Netflix, qui reprenait un petit peu un peu le même point de départ au final. Et après moi ça m'a sauté à la gueule, j'ai vu du Moto Hagio, quoi. J'ai vraiment vu le Clan des Pots. J'ai vu le Clan des Pots en... C'est parce que tu l'as lu l'année dernière. Ouais. Évidemment. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool de voir ce côté avec des personnages très fins, très androgynes. Certains persos, on a du mal à savoir si c'est des persos féminins ou masculins. Et j'adore ce principe où il met le doute sur tout, même des éléments qui sont pas forcément intéressants, tu vois. Mais il met le doute sur tout, il torture ses personnages. Et depuis le début, depuis la page 1, l'héroïne, elle s'en prend plein la gueule. Oui. Et on sait que ça va continuer, on le sait. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur, comme à son habitude. Il mélange la violence crue et le récit romantique. Alors moi, j'ai eu un peu de mal avec le récit vampirique parce que, comme je le disais, ça me rappelait quelque chose. Ça me rappelait pas mal d'autres choses, et comme disait Julie, un peu classique. Et sauf que, en fait, quand on arrive dans le dur du manga, en fait, on voit qu'il y a plein de sortes de petites anomalies un peu anachroniques. Il y a une fille dans une école de garçons, il y a un noir qui vient des États-Unis à cette époque-là. Alors ça devait être possible, j'imagine. Mais en fait, tu comprends très rapidement que ce dont il veut parler, c'est
t'as un changement d'époque, un changement de période, un changement d'époque. Il arrête pas de parler de révolution industrielle et compagnie. Et tu penses, tu comprends vite qu'il va parler de thématiques modernes en fait. Oui, mais c'est aussi le cœur du roman de Dracula, enfin de Bram Stoker en fait. Bien sûr. Même si on a tendance à l'oublier. Et non, ce qui est sympa, c'est que moi je vous invite à relire rapidement l'œuvre de Stoker, parce qu'en fait c'est très drôle de voir comment il utilise les éléments qui sont dans le livre, dans le roman d'origine, à sa sauce, comment il réinterprète les personnages, comment il réinterprète les situations, et c'est toujours, quand c'est bien fait, un petit jeu comme ça qu'on peut s'amuser à faire, et quand c'est possible quand c'est bien fait, voilà. DRCL Midnight Children, c'est sort aux éditions Kiun, c'est sorti la semaine dernière, donc ça on vous encourage fortement à mettre au moins les yeux dessus. Autre manga, alors c'est pas un coup de cœur, c'est un petit coup de foudre que j'ai eu. Ça s'appelle Yokohama Station Fable. Ok. Manga très étrange. Je vais vous raconter un petit peu, non pas forcément l'histoire, mais juste le point de départ, le concept du manga. On est au Japon, à Yokohama. La gare de Yokohama s'est étendue. On est dans le futur, on est dans un manga de science-fiction. Il y a des intelligences artificielles. Et la gare s'est étendue, elle s'est construite. La gare de Yokohama est un être à part entière qui grignote le Japon, si bien que l'île principale du Japon est recouverte à 99% par cette gare. Ah, c'est marrant ça. C'est très très marrant ça. Et donc, les gens vivent soit c'est des intra-gares, intra-garos, je sais plus comment ils les appellent, des intra-gariens, soit ils vivent à l'extérieur, dans des clans, dans des petits villages où ils subsistent de ce que la gare rejette. Ok, d'accord. Ils n'ont pas l'autorisation de rentrer dans la gare. Ils n'ont pas l'autorisation de rentrer dans la gare. Ok, et tu suis le quotidien des deux côtés du coup ? Et alors, on commence avec un personnage, Hiroto, qui vit à l'extérieur de la gare et qui se retrouve très vite avec un ticket 18. Un ticket qui lui donne 5 jours d'accès dans la gare. Et on lui demande d'accomplir une mission et surtout de retrouver la fameuse sortie 42, etc., etc. Et ensuite, il va se retrouver embarqué dans une histoire. Mais j'aime bien juste ce point de départ que je trouve très très étrange, qui est voilà, cette gare qui s'empare du Japon, qui s'empare du mont Fuji. Dans le premier chapitre, il te parle de comment le mont Fuji est tantôt noir, tantôt blanc, selon les escalators qui se mettent en place, et ainsi de suite. Non, mais j'aime beaucoup le pitch en tout cas. C'est high concept, manga très étrange. C'est adapté d'un roman. Le roman sort en même temps. Et c'est sorti. C'est sorti au tout début du mois de janvier. Et alors au dessin, c'est Gombe Shinkawa. Shinkawa Gombe. On l'a vu notamment sur Les Survivants d'Ormélion. Ah, super. En 2023 et dans Wolf Don't Sleep aussi en 2021 ou 22. Oui, donc c'est d'autant plus étrange que jusqu'à présent on le connaît sous une veine fantasy, quoi. Et là, c'est la modernité. C'était son manga précédent. Oui, okay, avant Wolf Don't Sleep. Ah, donc ok. Donc il a changé en fait. C'est dans l'autre sens, exactement. C'est trop casse-pied de dessiner des escalators. C'est un manga en 3 tomes, donc ça va pas. L'aventure ne va pas vous emmener très très loin. C'est pour ça que j'en raconte pas plus parce que au moins que tout le monde puisse en profiter. Voilà, Yokohama Station Fable. Je le prononce totalement en français. Oui, il faut juste faire gaffe à pas croire que c'est un spin-off du manga Fable, du coup. Non, pas du tout. Ni du comics Fable non plus, ni du jeu vidéo Fable non plus. Ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. Coup de foudre de ton côté, Julie, c'est What Did You Eat Yesterday? Oui. Oui, parce que c'est Yoshinaga Fumi, donc l'autrice du Pavillon des Hommes notamment, et je vous avais parlé aussi de All My Darling Daughters. Donc là, elle revient avec un titre un peu ancien, parce que c'est donc un titre de 2007. Toujours en cours ou pas? Non, je pense qu'il est terminé. Mais tu me poses une colle, tiens. Bam, la colle, direct. Non, c'est en cours. Et donc c'est un manga tranche de vie. Et ça raconte l'histoire d'un couple de Shiro qui est avocat et de Kenji, son compagnon, qui lui est coiffeur. Et tous les deux, ils vivent ensemble et ils se régalent des petits plats que Shiro cuisine tous les soirs. Et c'est super. C'est un manga qui donne faim, quoi. Donc
Et il raconte voilà, les petits plats qui sont faits, qu'est-ce qu'il rencontre, les gens qu'ils rencontrent grâce à ça, par exemple, quand ils veulent acheter un ingrédient, par exemple une pastèque, mais que c'est trop gros pour 2 personnes, on trouve quelqu'un pour partager, et ainsi de suite, et ça crée des relations. Après, je dirais que c'est un manga qui est un peu, peut-être un peu daté, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça date quand même de 2007. Et peut-être qu'il y a certaines représentations qui sont un peu clichés, un peu datées, quoi, notamment autour de tout ce qui est la vie d'un couple homosexuel. Je pense que même au Japon, il y a des choses qui ont évolué depuis. Mais voilà, il y a celui qui est ouvertement gay, qui assume ça dans sa vie de tous les jours, et Shiro qui est un peu plus réservé, qui sait pas trop comment en parler en dehors de son de ses proches, et qui parfois est vraiment embêté dans sa vie d'avocat, de devoir assumer ou pas cet aspect de sa vie. Mais je pense que c'est vraiment je sais pas, c'est vraiment un manga détente, quoi. Vraiment, c'est fait pour... moi, je suis contente parce que c'est fait partie de ces mangas où on apprend aussi les recettes. Là, elles sont vraiment très détaillées. Ah oui, t'as la partie pédagogique aussi. Je sais pas si c'est pédagogique. Moi, ce qui me fait enrager, c'est juste que la moitié des ingrédients sont pas disponibles chez nous. Mais sauf si, Max, tu veux bien faire pousser quelques Mizuna et quelques plantes chez toi. Ça, j'en ai. Ouais. Non, c'est pas du Mizuna. Non, mais je vais te faire une liste. Ouais, fais-moi une liste et puis on s'arrangera au printemps. En plus, c'est proposé en édition double dans la collection gourmet de chez Soleil, puisque du coup, il y a déjà plus d'une vingtaine de tomes. Au Japon, What Did You Eat Yesterday? C'est bien ça. Kino Nanita Beta. Autre chose, ça ne se mange pas, ça se fume. Tokyo Cannabis, Cagnard. Oui, Tokyo Cannabis. Ça se mange en plus déjà. Ça peut se manger. Donc Tokyo Cannabis, qui est un seinen qui va être publié chez Kana. Il y a des recettes ou pas? Alors, je vais y venir. C'est un très chouette mix entre Breaking Bad et My Home Hero. On est vraiment sur un seinen où c'est l'histoire d'un fleuriste qui est financièrement un petit peu dans le besoin. Il va tomber sur un de ses amis d'enfance qui va lui dire: ah mais toi t'as toujours été super fort dans les fleurs et tout, ça te dit de faire pousser du cannabis, et du coup il se lance comme ça fort. Sauf que évidemment à partir du moment où il se lance dans la production de cannabis, ça le rapproche de milieu mafieux, ça le rapproche de flics. Pas très bonne idée. Et alors en fait c'est très simple. Pourquoi j'ai voulu lire ce manga et pourquoi je l'ai bien aimé? Parce que ça m'a toujours perturbé le fait que dans les mangas on ne parle jamais de drogue. Quasiment, parce que la régulation là-bas évidemment, est beaucoup mais plus tu vois, sévère. on lit beaucoup de titres qui mettent en scène des adolescents, qui parlent d'adolescence, et il est jamais, rarement, je crois que dans Nana, il en est un peu question. Il y a des petits exemples, mais j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre qu'on n'en parle jamais, tu vois, vraiment que ça soit pas mentionné. C'est peut-être aussi que c'est un peu moins commun qu'en Occident. C'est exactement ça, je pense. Ça vient c'est moins commun. T'as quand même, pendant très longtemps, la mainmise des Yakuza qui faisait que c'était difficile d'en parler. Et puis tu risques très très cher là-bas pour le coup. C'est beaucoup plus. Le prix à payer est beaucoup plus élevé, je pense, que pour un Français, par exemple. Et du coup, voilà, tu suis ce petit seinen, alors que pas spécialement violent, mais qui est vachement bien construit. Arrivé au bout d'un moment où je me suis dit: non mais attendez là. Vous expliquez comment faire pousser de la bœuf avec les variétés, les lumières. En fait, il est illégal votre bouquin, je crois, techniquement. Mais du coup, c'était assez agréable comme lecture. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, quand il commence à rentrer dans le biz, il lui explique combien il va pouvoir se faire tous les mois et tout. Et les recettes, elles sont ridicules. Je pense que là, il avait aucune idée de vraiment ce que ça rapporte, parce qu'il lui dit: tu pourras te faire 6 000 € par mois avec de la drogue. Ah ouais, c'est vachement bien ça, dis donc. Par rapport à Manchuria Opium Squad, qui a une grosse partie historique. Ouais. Oui. Tu le mettrais dans une continuité ou... Oui, complètement, je le mets dans la même continuité, si ce n'est que, encore une fois, ça sera moins violent. Donc Manchuria Opium Squad a vraiment cette volonté de te montrer la dureté de l'époque, et comment là on est vraiment sur un truc, honnêtement c'est assez mignon qui se passe, tu vois. Mais peut-être ça va venir après. Mais ça va venir parce que déjà là il a rencontré 3-4 mafieux, donc tu te doutes qu'on va avancer de plus en plus rapidement, quoi. Moi ce qui me fait rire c'est qu'il est quand même proposé par Kana, qui a aussi Kujo l'implacable. C'est clair. Donc t'as les deux. Pardon, mais on parle de ce nom, Kana?
Oui, Oui, c'est vrai. on peut enfin en parler. À un moment donné, je veux dire, tout est relié. Ah ouais, là, il ne faut Cannabis. pas les choses par hasard. Mais voilà, vraiment un titre très sympa. Et si voilà, vous vous posiez la question un petit peu de à quoi ressemble la réglementation au Japon concernant la bonne weedasse, eh ben allez-y, foncez. Ça sort à la fin du mois, de février, à la fin de ce mois-ci, le 23 février prochain. Avant de finir avec Yann, qui est un manhwa, je voulais vous parler d'un autre manga. Et là encore, je vais pas vraiment vous raconter l'histoire. Ouais. Je vais vous expliquer un petit peu ce monde dans lequel on est dans True Hero. Alors H-I-I-R-O. Oui. Hero, mais évidemment, ce sont des super-héros dedans. Alors, c'est totalement déjà vu sur plein de domaines. Mais c'est bien quand même. Et ça, on le note à chaque fois. On le note à chaque fois. On est dans un monde où les super-héros existent. Il y a dans ce monde les super-héros et les autres. Ok. D'accord. Les super-héros ont donc des super-pouvoirs. Le héros a son frère qui lui est un peu le Todoroki du moment. Ok. Donc super pouvoir de feu, etc. Ou de glace, non si de feu. Et lui en fait il fait comme le héros de Kaiju, il nettoie derrière. Ok. Il se trouve que sa meilleure amie va intégrer la grande entreprise qui gère tous les super-héros. Ok. Et elle tombe sur le super-héros qu'elle adore. Et elle a un peu comme dans The Boys, c'est une grosse raclure de... Aïe, aïe, aïe. Et donc elle doit s'échapper parce que ce qu'il lui a expliqué, ce qu'elle a vu et ce qu'il a essayé de lui faire, ce n'est absolument pas possible. Et c'est pas possible que ça se sache non plus. Donc il veut juste la faire arrêter puisqu'elle n'était pas d'accord du tout avec sa vision des choses. Et à ce moment-là, se déclenche l'histoire. Et évidemment, vous imaginez bien que le héros qui a pas de pouvoir. Bah oui. Je vous dis pas exactement ce qui se passe, mais ensuite ça part en feu. Ça part en feu. Et en régénération. Ah, bon. Eh, dis donc, c'est à la mode, le feu, régénération, tout ça. Et après, ça part en Hajin. Voilà. C'est pour ça, c'est plein d'éléments, de plein de choses. De trucs que tu connais, mais qui fonctionnent bien ensemble. Et qui fonctionnent bien ensemble. La nouvelle recette. Sur un manga en 4 tomes. Oui, donc en ça. plus, c'est pareil. On te promet pas une ambition démesurée. Oui. On te dit juste, ok, on t'a mis des ingrédients, ça va être sympa, on va aller au bout. Oui. On te raconte une histoire qui va pas non plus t'occuper, qui va t'occuper l'année. Un point, c'est tout. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Alors effectivement, je vous le dis d'emblée, c'est pas le meilleur manga de l'année. En revanche, c'est stylé, c'est chouette. Oui, les couves sont cool. Enfin, Et les couves sont plutôt cool. Ouais. Le nom en japonais, c'est Aizen no Lovelock. Ouais, je sais pas trop. Ce que ça veut dire. Je comptais sur toi, Julie. Mais... bah, pour l'instant, je sais pas pourquoi je réfléchis, je parle pas de japonais. Genre Lovelock, l'amour enfermé. Déverrouiller l'amour. Ouais. En anglais, je crois. Ah non, le sous-titre japonais, c'est Lovelock of Majestic War. Ouais, bah voilà. Valait mieux pas le connaître. Ça promet plein de choses. Allez, dernier titre de cette petite section coup de foudre avec toi, Cagnard. Et c'est un manhwa, ça s'appelle Yann, ça va sortir aux éditions Glénat. Alors le coup de cœur, le bon vieux coup de cœur, le bon vieux splash qu'on se prend dans la gueule. Donc Yann, c'est un manhwa. C'est assez rare qu'on parle de titres chinois. Donc j'étais d'autant plus content. Taïwanais. Ah oui, bah ok, d'accord. Ouais. Alors pour résumer l'histoire très rapidement. On suit l'itinéraire d'une famille qui fait partie d'une troupe d'opéra chinois. Et alors, il y a un fort caractère déjà dans la famille. Les deux sœurs, elles se battent beaucoup. Un jour, cette famille va être assassinée par on ne sait qui. Il va rester que la plus jeune des filles. Et évidemment, le meurtre va lui être remis sur le dos. Elle va aller en prison. À partir de la prison, on va perdre sa trace. Et elle va revenir. Et attention, elle va se venger. Alors, vous avez bien retenu mon postulat ? Très bien, c'est une bonne nouvelle parce que ça ne ressemblera absolument plus à ça quand vous arriverez à la dernière page de ce bouquin. Non, vraiment, j'ai rarement eu une sensation comme ça où vraiment j'avais envie d'apostropher l'auteur, genre tu es sûr vraiment parce que t'as un début d'histoire assez classique. Pourquoi tu fais ça ? Mais en fait, c'est tellement le joyeux bordel. Tu sais quoi, j'ai tout de suite pensé à Doro et Doro. Il peut arriver tout et n'importe quoi et en plus, c'est drôle. Alors, il y a des champignons qui les sortent de la tête non, pas exactement, mais franchement, ça serait pas impossible. Attends, en vrai. J'ai pas terminé ma lecture des. Alors, le manga est vraiment très beau. J'ai pas mal rigolé. Les persos, ils s'envoient des belles vannes, c'est plutôt chouette.
Alors, malheureusement, je dois vraiment vous donner le moins de détails possible parce que je veux que vous, lecteurs, vous fassiez splasher comme moi, en fait. Je veux que vous ouvriez ce bouquin en vous disant « ouais, ok », et qu'à la fermeture, vous vous disiez « mais comment on est arrivé là, en fait, je comprends plus, quoi ». Et surtout, notez-le bien ou mettez-le en suivi sur Manga Collect ou sur vos gestions si vous êtes des acheteurs comme ça, parce que ça sort que le 3 avril. Oui, on est un petit peu en avance. Et juste avant True Hero, ça sort aussi à la fin du mois de février. Donc voilà, en gros, c'est vraiment un coup de cœur et je trépine d'avance de lire la suite, tu vois. J'ai juste un petit bémol, c'est sur le dessin. Je trouve que parfois il est un petit peu gras, mais en fait ça me saute un petit peu aux yeux parce que tout le reste, je trouve que c'est extrêmement fin. Du coup, dès que je vois un dessin un petit peu gras, c'est un parce peu que dommage. les chorégraphies Elles sont des magnifiques, combats, hein. c'est magnifique. Franchement, c'est très beau. C'est très classe. Vraiment, gros coup de cœur à chaud. Vous, lecteurs de Doro et Doro, manifestez-vous. Dirigez-vous vers ce titre, vous allez adorer, je pense. Fin de cette partie un petit peu coup de cœur, coup de foudre. Un petit point sur les auteurs qui reviennent. Il y a plein d'auteurs très connus qui sont publiés en France parce que maintenant on est trop bien, on connaît plein d'auteurs, ils sont tous publiés. On en connaît plein. Oui et non, hein. Enfin, moi je pense que 2024 ça va être la time machine, tu vois. On va en profiter pour parcourir toutes les périodes de manga qui depuis sa création. Et on va pouvoir combler certaines lacunes, certains maillons manquants. C'est la continuité de 2023 au final. On continue à travailler sur le patrimoine et à augmenter le patrimoine en France. C'est vraiment super bien. Exactement. En plus, donc Moto Hagio était la semaine dernière au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. J'espère que vous avez suivi tout ce qui était en conférence, interview, etc. Oui. Et que, ou sinon vous continuez, hein, vous avez encore un peu le temps pour ça. Du coup, cette année sort plusieurs mangas à elle. La suite du Clan des Pots, bien évidemment. On a de l'anthologie. On a Barbara, on a Léo, on a pas mal de choses qui sortent. Oui. Donc je pense que vous pouvez y aller sans réfléchir. Oui, et puis en fait, je pense qu'il faut découvrir. Après, oui, la question c'est pourquoi ces titres plutôt que d'autres. C'est toujours la question qu'on peut se poser. Parce que moi, personnellement, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais j'aimerais bien voir sa reine Margot. Oui, non, mais là, c'est une demande personnelle, Julie, on peut pas faire ça. Franchement, si tu t'en rappelles toutes les semaines, à chaque émission où tu es dedans et tu trouves le moyen de le placer, il y a moyen que ça rentre dans la tête. L'Inception, la parfaite Inception. Non, mais bon, après, je sais que c'est toujours difficile de négocier les titres, ensuite de les intégrer dans le calendrier de production et de les présenter à l'achat. Donc non, on va être patient, mais Léo Kun, c'était marrant parce qu'elle l'avait vendu elle-même sur un stand à Japan Expo à l'époque, il y a très longtemps. Elle avait un serre-tête avec des oreilles de chat, elle était trop mignonne. La folie quand même. Hein. Mais je pense qu'elle était vraiment persuadée que ça serait comme un comic-quête, tu vois, et qu'elle était vraiment derrière son stand et elle te tendait le truc. Enfin, c'était trop sympa, quoi. Samura revient aussi cette année avec soit la suite de l'Habitant de l'Infini et de l'Habitant de l'Infini Bakumetsu, mais aussi avec Divergelder. On en parlait la semaine dernière et qui a donc petit macaron moins de 18 sur la couverture du tome 1. Tu sais, je sais pas, je me dis, mais est-ce que je suis trop sévère avec lui parce que il y a d'autres titres où finalement les histoires sont tout aussi affreuses et là, pour le coup, c'est en le recompulsant un peu, je me suis dit, en fait, on n'en voit pas tant que ça, mais c'est plutôt l'ambiance qui s'en dégage, qui est quand même très, très lourde, quoi. Ouais, voilà. Mais après, je sais pas, faites-vous votre avis, s'il vous plaît, si vous sachant que Samura ne fait pas que des titres glauques, si vous voulez des titres joyeux, il y a aussi Born to Be On Air qui est dispo toujours chez Pika, s'il ne dit pas de bêtises. Un peu plus difficile à trouver, alors peut-être qu'ils ont réimprimé certains. Oui, ils ont réimprimé, je les ai retrouvés. La série Striker, autrefois publiée chez Glénat, fait son retour en France. J'en avais déjà parlé aussi la semaine dernière. Donc dans une nouvelle édition qui est proposée par Panini cette fois. Ça reprend son nom original qui est Spriggan. Spriggan a été adapté l'an dernier en animé sur la plateforme de SVOD Netflix. Oui. Ryoji Minagawa donc au dessin avec Takashige qui est au scénario. Takashige, c'est lui qui avait fait le manga qui était sorti chez Kiun Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, j'adore ce manga. Et oui. Et donc voilà, c'est tous les deux qui avaient fait ce mélange entre Akira et Indiana Jones. Spriggan, ça renvoie, c'est ça. C'est tout. Édition donc de luxe, édition classique là que Panini fait en 8 tomes et qui sera au prix de 17€. Et le premier tome est prévu pour le 12 juin. Ouais, on commence à teaser en avance, mais.
On se projette, oui, on se autant projette. Divergelder c'est déjà dispo, autant là effectivement faudra attendre le mois de juin. Mais c'est important pour les budgets des uns et des autres de pouvoir se préparer. De C'est planifier le budget à l'année. C'est ça. Cette année, c'est les fans de Hiro Mashima aussi qui vont devoir lâcher un peu des thunes. Bah Oui. ouais, bah, c'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. Ouais, enfin, il est toujours là. Oui, non, mais pour un tome 1. Ah, pour un Ah. tome 1, il aura 3 tomes 1 cette année. Bah voilà. Pas mal. Bah, il y a on lui une a laissé raid. trop de temps et du coup voilà, il arrive avec 3 directs. Oui, il y a la réédition de Rave, il y a sa nouveauté qui s'appelle Dead Rock, et il y a une nouveauté, je crois pas que ça soit annoncé, mais il est dessus et ça va arriver aussi cette année, c'est Gates of Nightmare. Un RPG, voilà. Ouais, bah dans ces classiques Dans ses habituels. codes à lui. Tout à fait, exactement. Fujita est de retour aussi cette année, auteur donc de Karakuri Circus et de Moonlight Act, avec sous bouteille. Ouais, qui a l'air très très sympa pour le coup. Oui, c'est très axé horreur, enfin tout ce qu'on aime quoi. Mais c'est classe. Enfin déjà le Black Museum, c'était une bonne. Enfin, je sais pas comment dire, c'était rafraîchissant quoi. Voilà. Kurumada, Ouais. l'auteur de Senseiya, Oh là là. Alors. il est de retour Oh mon dieu. avec le titre. Voilà. Un titre qui n'est jamais sorti en France, hein, si je ne m'abuse, Kojiro du clan Fuma. Non. C'est le manga qu'il a fait entre Ring no Kakero Ouais. Ok. et Senseiya. D'accord. Waouh. Il a Ouais. fait un manga en 5 tomes à ce moment-là. C'est marrant. Il est passé d'un style à un autre. Ouais, mais en fait Ouais. là, il a voulu reprendre un petit peu l'esprit qu'il avait dans Ring no Kakero. Ni ou no Kakero Ni Kakero. Ni ouais. Kakero. Ouais. Quand on parle pas japonais, effectivement, des fois, ça n'a aucun On sens parle qu'on pas dit. japonais. Mais ça, c'est un truc de sport. Enfin, Tout à fait, oui. oui. Ouais, de Non, combat. De combat, de boxe même, je dirais. Et avec Kojiro du clan Fuma, il prolongeait un petit peu l'esprit qu'il y avait dedans. Et c'est un manga qu'il a fait aussi à une période de sa vie où il y a eu quelques décès autour de lui. Mhm. Et ça l'a pas. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était déprimé, j'en sais rien, mais voilà, il n'était pas dans une période très joyeuse. Il était dans Et sa donc, période. il l'a mis un peu plus. Comment dire, plus il a sombre. mis fin à son manga trop sans, rapidement. ouais, très rapidement, sans vraiment avoir envie d'y mettre fin. Enfin, je sais pas. C'est une période où il n'était pas forcément en grande forme, quoi. Période sombre. Et ensuite, du coup, il a fait Senseiya. Voilà. Période joyeuse. Oh, mais pas du tout en plus. Période ultra sombre peut-être. Mais bon, c'est proposé par les éditions Naban et je pense qu'ils vont faire tout le boulot pour tout nous expliquer. Tout ce qu'il y avait Ouais. autour de ce manga. Et ça, c'est vachement bien de leur part. C'est vachement chouette. Yugo Ishikawa est de retour. Yugo Ishikawa, l'auteur de Wonderland, l'auteur de Sprite. Oui. Il est de retour chez Crunchyroll avec Babel The New Hackenden, manga de samouraï. Ça va Oh. envoyer. Waouh. On a hâte. Très très Faites-nous hâte. confiance. C'est un de nos auteurs chouchous lui. Takao Saito est de retour en France aussi avec un manga qui s'appelle Breakdown. Oh là là. Takao Saito, et ouais. Franchement, lui, pour le coup, c'est vraiment le papy de la pop culture. Enfin, je sais pas, il y a un côté indémontable de Golgo 13, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment une figure qu'on peut trouver vraiment encore maintenant dans beaucoup de pubs, de tracts, d'illustrations japonaises. Et donc, donc en l'occurrence, il ne s'agira pas de Golgo 13, mais c'est pour vous donner une idée de qui est Takao Saito. Mais vous allez voir, franchement, Donc, ce titre, il sort un petit peu de ce qu'il faisait avec Golgo 13. Ça sort aux éditions Vega Dupuis le 1er mars. On va essayer d'en reparler un peu plus longuement et de vous raconter un peu plus qui est Takao Saito si on a Oui. l'occasion, parce que c'est quand même une personne très très importante dans l'industrie, Ben oui. notamment avec Lead. Et beaucoup de choses, bref. Oui. Si on commence maintenant, on va jamais en finir. Il faudra prendre un peu de temps pour vraiment Voilà, travailler une le bonne heure sujet. d'émission, exactement. Quelques rééditions aussi arrivent cette année. Kuroko's Basket, je sais que Cagnard l'attendait avec énormément d'impatience. Yes. Yay. C'est la Dunk Edition. Waouh. Yes. IQ est réédité. Yes. C'est la Smash Edition. Yes. J'adore IQ. Je Oui. déteste Kuroko. J'espère que s'il y a une réédition de Captain Tsubasa, ils appelleront ça la Shoot Edition. Faut il nous faut un manga sur le curling. Il n'y a plus le choix maintenant. Et la. Ah, ça doit exister. La Ballet Edition. Ouais. La Ballet Edition, ce serait pas mal. Nodabe Cantabile revient. Yay. Julie. Bah, je suis contente. Hein, Bah c'est ouais. bien. On aura enfin la fin.
Vous avez pas l'impression de vivre une petite boucle temporelle de votre côté? En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu vieillis, tout devient cyclique, quoi. Genre, tu dis ah bah j'avoue que le Nodame Cantabile, il m'a vraiment fait bah attendez là, on revit un truc, non? Après, moi, j'espère vraiment que, par exemple, il y aura également quelque chose qui sera fait sur l'animation, parce que c'est quand même un manga sur la musique classique, et j'ai toujours trouvé dommage de ne pas avoir la musique, tu vois, qui accompagne les scènes du manga, et ce qui est possible quand tu as une adaptation animée. Et Nodame, on a eu plusieurs. Bon, on peut passer sur les lives, sur les dramas, les trucs comme ça. Non, arrêtons-nous sur les dramas. Mais moi, je suis très contente. C'est vraiment la mangaka qui est derrière ce projet est tellement pleine de vie, tellement trépidante. Elle est vraiment capable de comme ça de partager sa joie et ces espèces d'éclairs de génie qui peuvent être vraiment à la limite de l'humour débile, mais qui font que ça redonne le sourire à n'importe qui, quoi. On parlera de musique dans quelques instants. De juste dernière édition dont j'avais envie de parler dans cette émission, c'est celle de Dans un recoin de ce monde. Super. De Fumio Kono. là. Lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. On est dans un quotidien dramatique évidemment, en 1945, l'année du bombardement à Hiroshima. Ouais, et puis vous surtout, connaissez donc la fin du manga. On est accoudé. Donc c'est juste à côté de l'épicentre de la bombe, etc. Et c'est formidable parce qu'elle a vraiment un trait tellement fluide, tellement n'importe qui peut se pencher dessus et se laisser entraîner par ce récit. Et c'est important, je pense, de connaître aussi, de se rendre compte au-delà de ce qui est écrit dans les manuels d'histoire. Qu'est-ce que ça peut être le quotidien. D'une jeune femme qui venait de se marier, dont le mari a été envoyé à la guerre, exactement. Ouais. Et qui se retrouve donc à devoir vivre, non pas dans sa famille, mais dans sa belle famille. Alors qu'il y a des restrictions, des maladies, de l'insécurité, voilà. Et qu'il n'y a pas à manger pour tout le monde, et ainsi de suite. Exactement. Voilà, c'est très joyeux la dernière édition. Non, mais en même temps, c'est vachement bien. Il faut le lire. Dans un recoin de ce monde, ça ressort, à la fin de... Ça vient de ressortir, pardon, je dis n'importe quoi. D'accord. Ça vient tout juste de ressortir aux éditions Kana. Maintenant, un peu de bagarre, un peu de... on va se remonter le moral. On remonte un petit peu tout. Je te disais qu'on allait parler de musique parce que au mois de mars sort The Bugle Call. Ça a l'air très sympa quand on voit la couverture de ce manga, mais c'est de la dark fantasy. Donc ça va pas être très rigolo. Et donc le héros est est clairon. Ah, clairon on dit. On dit clairon. Ouais, il fait du clairon, donc tu veux dire un claironneur, un claironiste, un branché du clairon. Vous allez voir un branché du clairon, puisqu'il a quelques pouvoirs aussi et il est capable de quelques exploits fantasy. Donc foncez pour les fans de dark fantasy, vous n'allez pas être déçus. Vous inquiétez pas, là on passe vite sur les titres, mais quand on pourra revenir dessus tout au fur et à mesure de l'année. Mais quand on fera des vraies émissions, vous inquiétez pas, on s'arrêtera dessus. Non, mais c'est juste que là on peut pas en citer beaucoup. Il y en a énormément et il y en a beaucoup qu'on a envie de citer en fait. C'est ça, exactement. Là en tout début d'année est sorti aussi, ça c'est un des gros lancements de ce début d'année de Kurokawa. Alors j'attends de voir le tome 2, c'est Skeleton Double aussi. Oui, moi aussi tout pareil. J'attends de voir le tome 2. Après, c'est un tome 1 original, je trouve, au moins par son approche des pouvoirs. Je trouve qu'il y a il y a un terreau qui est intéressant. Maintenant, c'est un tome 1 qui est un peu... il a pas passé la seconde encore, quoi. On va dire qu'il a pas passé la seconde, mais je sens que c'est incessamment sous peu, ça va arriver. Mais c'est moi, il y a quand même beaucoup de trucs d'horreur, quoi. C'est pas vraiment horreur, Skeleton Double. Ouais, mais disons qu'il y a le truc avec le crâne, effectivement. Ouais. Mais le crâne est marrant. Oui, le crâne est rigolo. Bon bref, ça vient de sortir aussi. Gokuraku Gai a été annoncé par les éditions Pika. Ça va sortir au mois de juin. Ça, c'est une grosse cartouche. Oui. Je sais pas si tout le monde comprend le terme cartouche.
Je sais pas, oui. que tout le monde, courait Ouais, après ce tout le monde a couru titre après ce titre, tout le monde voulait le sortir, Ok. etc. Bah. On est sur de la bagarre, du surnaturel, de l'action, des personnages assez charismatiques, Ouais. des décors. En fait, je sais pas, je suis en train de Quartier regarder. rouge de Tokyo, quoi, Ouais. Kabukicho, tout ça. Ça me fait penser à des types de mangas comme Gangsta, tu vois, des trucs qui étaient. Ouais, mais Très c'est vieux. c'est Gangsta plus grand public Ouais, ok. et plus efficace. Oui, Mais peut-être. oui, dans l'esprit, je te rejoins Oui, effectivement, moi aussi. ok. Quand je vois la couverture, je pense à Gangsta. Gros succès en tout cas au Oui. Japon pour ce titre, qui va donc sortir aux éditions Pika au mois de juin. Il nous reste quoi ? Le Palais des Assassins. Alors, le Palais des Assassins, je l'ai mis dans un peu de bagarre, mais un peu d'action, quoi. C'est pas parce que c'est pas du tout de la bagarre, c'est même pas tant que ça de l'action, mais on est dans un... je peux pas ne pas dire, dans un simili, les carnets de l'apothicaire. Parce que la couverture ressemble beaucoup. Moi, je pense que c'est voulu. Hein. Et le début du manga ressemble beaucoup. On est avec une jeune fille qui se retrouve dans un palais asiatique à devoir faire la servante. C'est ça. À la différence que elle, son père est officiellement, on sait qui c'est, et c'est un mec super balèze, craint de tout le monde. Oui, c'est quasiment le bourreau du royaume. Donc, on le présente, il fait des manigances politiques dans tous les sens. C'est un peu une pourriture, son père. personne ne veut lui parler, évidemment, à cause de ça, à cause de son nom. Et on découvre très vite qu'il y a des assassins dans ce palais, d'où le titre, le palais des assassins. Voilà, on n'en dit pas plus. Non, mais on va pas tout raconter, mais ça vient tout juste de sortir, le palais des assassins. Et effectivement, vous allez voir la couverture. Si vous êtes fan des carnets de l'apothicaire, ça va évidemment vous parler. Et ça vaut le coup au moins d'y jeter un coup d'œil pour ça. Et pour continuer, on a aussi quelques ovnis. On n'a pas vrai. Je sais pas si c'est des ovnis. On a un ovni, ça c'est sûr. C'est Kore Kaite Shine, manga qui a remporté le Taisho Awards l'année dernière. Donc, manga Taisho, c'est. Alors, il l'a gagné devant Akane Banashi. Ouais, c'est déjà, incroyable. c'est assez incroyable. Et voilà, c'est le prix que tous les mangas qu'on aime bien ici dans cette émission gagnent. Donc, en général. Il va falloir qu'on se penche sur la question. Bah ouais, on se penche Voilà. dessus. Sauf que là, c'est vraiment un manga très bizarre. Kore Kaite Shine, c'est l'histoire d'une étudiante au lycée. Lycéenne, ouais. Une lycéenne, ouais, qui adore lire des mangas, et un événement la pousse à se lancer elle-même dans la création de mangas. Sauf que elle découvre que tout n'est pas si incroyable dans la création de mangas. Voilà, mais c'est surtout, il y en a un qui est son manga fétiche. Pendant des années, l'auteur, qui donc est resté mystérieux, caché derrière un pseudo, etc., elle n'écrit pas la suite de la série qu'elle adore. Donc elle se retrouve à relire constamment le même tome, etc. Et il y a un événement type convention où il y a écrit que l'auteur sera présent, donc elle va aller le rencontrer. Et là, elle va lui faire part de son envie elle-même devenir mangaka. Et en fait, c'est très drôle, mais effectivement, c'est étonnant parce que en fait, d'un point de vue graphique, c'est un ovni, quoi. C'est vraiment. En fait, ça fait partie de ces gag mangas japonais qui ont souvent du mal à sortir du Japon. Et je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Je partage ton avis là-dessus. En plus, ça sort à la fin du mois d'août, Ah ouais. le 21 août prochain. Donc on en parle là en janvier, hein, mais donc on va devoir en reparler parce que vous allez tous oublier en plus avec ce nom Kore Kaite Shine, quoi. Ouais, alors écris ça et meurs. Voilà, c'est c'est ça que ça veut dire. littérale. Donc voilà. Dessine ça et meurs. Et ça sort donc chez Panini Manga. Autre manga, alors on l'a mis dans les ovnis, c'est juste qu'on n'avait pas d'autres catégories, donc fallait bien que ça arrive quelque part. Oh, quand même. Puis quelque part, c'est un ovni pour moi. Hein. Oui, Ah c'est ouais. vrai, et puis c'est surtout une thématique qu'on voit pas souvent en fait dans les mangas qui sortent en France. C'est peut-être plus courant au Japon, je suis même pas sûr, mais en France on le voit pas souvent. Ça s'appelle L'Enfant en moi et ça vient de sortir aux éditions Kana. Oui.
En fait, moi je suis contente de voir effectivement ce genre de manga qui traite d'une thématique très particulière, donc la grossesse. Et là, c'est encore plus particulier puisque c'est vraiment la grossesse, comment on dit, non désirée d'une lycéenne. Donc vraiment, ça arrive chaque année et donc on va voir comment cette jeune fille va devoir faire face à ce chamboulement et donc avec la question, bien sûr, telle l'épée de Damoclès au-dessus de toutes ces jeunes femmes, de garder, pas garder le bébé. Bon, bref. Mais effectivement, c'est une thématique qu'on voit pas souvent, qui existe quand même, tout ce qui a trait à la maternité et à la grossesse, mais c'est vrai que c'est difficile souvent de s'approprier le sujet et là je trouve que c'est vraiment chouette de voir Kana le proposer en plus à un lectorat relativement jeune, quoi. Oui, carrément. Qui pourrait être confronté à ce genre de problématique. C'est exactement au final ce qui m'a intéressé dans ce site, parce qu'on est clairement dans un shoujo, j'ai l'impression. Ouais. Et je me suis fait happer parce que c'est un récit qui fonctionne bien. Et j'ai beaucoup entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai beaucoup entendu que les jeunes japonais sont très peu au courant de l'éducation sexuelle. Ah ouais, non mais les garçons aussi. Ouais, mais enfin je disais japonaises et japonais, pas les. Et justement, je trouve que si ça peut passer par ce genre de médias-là, c'est vachement bien. Et au-delà d'être un manifeste, on va dire, pour juste aborder la thématique de la maternité, je trouve que au-delà de ça, c'est une belle histoire. L'histoire est belle, les relations entre les personnages fonctionnent. Je crois en ces persos. Je me dis que ça va. Et j'espère que ça va bien aller pour eux. Donc vraiment, c'est vraiment rare que je parle de shoujo, mais celui-ci il m'a vraiment séduit. Waouh! C'était marqué d'une pierre blanche. Bon, non, en plus, il y en a d'autres. Bien sûr. C'est juste que je n'en parle pas. Qui a été en plus proposé avec une sorte de cahier explicatif, pédagogique aussi. Ouais. Non, mais c'est très bien cette démarche-là, parce qu'effectivement, je pense pas que. J'ai un peu plus d'espoir en l'éducation en France, de ce point de vue-là, ou de notre façon, en tout cas, d'aborder ces thématiques. Mais oui, il y a eu pendant très longtemps des soucis. En fait, ça me fait rire parce que j'ai écouté une interview de Moto Hagio qui parlait des années 70 en disant que dans certains mangas shonen des années 70, il y avait ce genre de thématique qui pouvait être proposée. Et je me dis, en fait. Ouais, mais c'était pas plus le mec qui mettait une fille enceinte et tu vois. Je sais pas, parce que c'est Camille Oula en plus qui dessinait ça, donc ça te donne une autre perspective. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose d'universel. Donc voilà, c'est très bien de proposer en tout cas ce titre-là. Au lecteur français. L'enfant en moi, c'est déjà disponible et c'est aux éditions Kana. Il nous reste un quart d'heure pour parler de tous les mangas. C'est parti. Avec l'étiquette Jump. Oh là là. Ouais, on les a tous zappés là depuis le début de cette émission. Mais parce qu'on voulait que vous restiez jusqu'au bout déjà. Ils ont même pas parlé de ça. Mais si, on en a parlé au bout de cette émission. Fallait tout écouter, mon gars. Et donc, quel va être le Jump de l'année? Est-ce que ça serait pas Kindergarten Wars, la guerre au jardin d'enfants? C'est vraiment après la supérette, le jardin d'enfants. Je sais pas où est-ce qu'on va aller après. C'est vrai qu'il y a une petite vibe Sakamoto Days dans Kindergarten Wars. L'histoire de Rita, qui est donc la dernière recrue du Kindergarten Black, la maternelle la plus sûre du monde, qui donc accueille tous les enfants des élites du pays. Et les employés sont tous des criminels aguerris, chargée de repousser toutes les attaques. Et Rita elle-même, c'est une tueuse légendaire qui, en échange d'une remise de peine, a accepté ce poste hors du commun. Mais elle, ce qu'elle cherche, c'est l'amour. C'est trouver enfin l'amour. Alors moi, c'est simple, j'ai adoré de bout en bout. Et vous savez pourquoi ? En fait, c'est parce que j'étais persuadé de savoir ce que j'étais en train de lire et que je me suis trompé à chaque fois. Alors évidemment, oui, ça fait beaucoup penser à Sakamoto Days, mais le côté humour absurde m'a beaucoup rappelé Machel dans vraiment la répétition des gags et compagnie. Et alors... On peut dire que ces temps-ci, les tueurs à gages, ils ont vraiment la cote. On en a plein dans tous les sens dans les shonen. Alors là, sur les dessins, j'ai un peu de retenue. Ouais. Mais vu que j'ai déjà fait l'erreur avec Sakamoto au début de dire les dessins un peu moyens, celui-ci, je vais lui faire confiance. Et je pars du principe que ça va vraiment s'améliorer.
Et il y a un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est qu'on est sur un shonen neketsu techniquement, mais c'est très sanglant et hyper explicite sur la violence. Et parce qu'en même temps, cette violence, elle amène l'humour qui en découle aussi. Donc ça donne un mix entre violence que je trouve crue et humour absurde qui fait que tu te dédramatises aussi la violence que tu vois dans ces pages. Et pour moi, c'est un mix qui est vraiment savoureux. Pour le moment, on est plutôt sur des petites histoires dans le tome 1, mais par contre, l'auteur, il a déjà placé ses pions. Et je trouve que c'est très malin de le faire dès le tome 1, de dire, bon, on va avoir du background derrière, et du background qui est déjà annoncé, quoi. Puis là, on est vraiment sur ce qui, moi, fonctionne à 50%, on va dire, c'est de l'humour absurde, avec des running gags qui marchent, mais vraiment à la perfection. D'ailleurs, les running gags se poursuivent même dans les pages bonus, donc même arrivé en bonus, j'étais encore en train de me marrer. Et je sens même poindre un petit côté méta pour ceux qui resteront justement jusqu'à la toute dernière page. Donc vraiment, gros coup de cœur pour moi, allez-y, foncez. Ça sort le 4 avril. Voilà, vous le notez, mais je pense pour la que rentrée des classes au Japon. C'est une rentrée. Ah, pour la rentrée des classes au Japon, je veux dire, il y a des vacances et tout. Attends, je connais pas les vacances en France. Je pense que vous allez en entendre parler parce que ça sort aux éditions Kiun et en général, ils font pas semblant quand ils lancent un gros titre. Oui. Ouais, et puis moi, j'ai envie qu'on en reparle aussi parce que là, j'ai dit 4 trucs, mais j'ai beaucoup plus de trucs à dire. Hein. Ok, notez. Reparler de Kindergarten Wars pour faire plaisir à Kanya. Juste le titre, il est compliqué à dire. Oui, c'est Vas-y, vrai. dis-le, essaye. Kindergarten. Presque. Ah non, je l'ai bien dit, Kindergarten Wars. Alors, voilà. J'avais juste oublié Wars. J'allais pas me planter sur Wars. L'autre grosse cartouche sort un mois après. C'est aussi un titre Jump, un titre du Shonen Jump. C'est The Ichinose Family's Deadly Sins. Ah. Ichinose Keno Taizai, le dernier manga de l'auteur de Ta Copie. Ah, Ouais. les pieuvres. Les pieuvres, sauf que là il n'y a pas de pieuvres et on va pas déprimer autant. En revanche, on va pas beaucoup se marrer. Ah, Non. d'accord, C'est quand pas même. fait pour, non. Ichinose, c'est un collégien qui a perdu la mémoire. Enfin, c'est le nom de famille. Tsubasa Ichinose. Perdu la mémoire à la suite d'un accident de voiture. Et quand il se réveille à l'hôpital, il est entouré de sa famille. Et tous les membres, eux aussi, sont devenus amnésiques. Aïe. Et donc, en voulant retrouver leur mémoire, ils décident de se raconter des souvenirs, ils essayent de remonter ça, et puis ils décident aussi d'aller chez eux, de rentrer après l'hôpital, de rentrer chez eux. Et là, ce qu'ils découvrent, c'est que soit eux-mêmes ce sont des psychopathes, soit il s'est passé quelque chose d'autre. Ouais. Boucle temporelle au programme. Ah, ça a l'air sombre avec des boucles temporelles. Il y a un tu vas voir. Je veux pas en dire trop non plus dessus sur ce titre, mais c'est assez particulier parce que déjà il y a ce trait qu'a Taizan Go, Taizan 5, je sais pas si on le dit à la japonaise, à la française. Ouais. Il a ce trait particulier. Alors effectivement, on aime ou on n'aime pas. Il a cette manière de dessiner des personnages qui ont l'air totalement dépressifs, même quand il sourit. Ah ouais. Enfantin dépressif, Ah oui, c'est son c'est style. c'est très perturbant parce qu'ils sont vraiment un peu fragiles, mignons, mais quelque part ils respirent le mal-être et tu sais pas trop comment les aborder. Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est plein, mais c'est plein de caractères. Et c'est effectivement un manga qui est plein de caractères et qui te laisse pas impassible. Tu te dis pas, tu te dis soit oh non, soit ah oui, ou soit ça me provoque des choses que j'ai pas envie, ou des choses que j'ai envie d'avoir. Enfin bref, vous comprenez un petit peu ce qu'une œuvre peut provoquer. Ça sort au mois de mai, donc là aussi on aura le temps d'en parler. Un peu plus tôt, il y a un autre manga. Alors. C'était pas dans le Jump à proprement parler, c'était sur le Jump Plus, mais c'est quasiment pareil. C'est un spin-off de Naruto. Ah. Bah évidemment, au mois d'avril, sort Naruto Sasuke Retsuden. Eh bien, c'est un roman à la base qui a été adapté en manga, qui est très attendu aussi, puisque là aussi ça a fait des vues assez incroyables sur le web. Est-ce que c'est plutôt un spin-off de Boruto? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est entre Naruto et Boruto? Oui, Est-ce que c'est juste après Naruto? Ils sont Est-ce que c'est au niveau de Naruto Gaiden peut-être? Ils sont adultes et là on va suivre cette fois Sasuke et Sakura. Wow. Bon, on verra, on en reparlera. Oui, bien sûr qu'on va en parler.
On verra en bien ou en mal, mais on en reparlera. Oui. Je pense qu'on va vite retomber dedans, en fait, tout bêtement. Jojo, l'arc 9, arrive enfin en France cette année. Voilà, notez-le. Nous, dans l'émission, on va faire l'arc 3 seulement. Bah ouais, On rattrape a notre retard. retard. Au programme, on va essayer de faire 2 arcs quand même cette année. Ce serait pas mal qu'on fasse au moins 3 ou 4 pour essayer de rattraper. C'est vrai. Est-ce qu'on arrive à Diamond là? Moi, je vous ai dit de me réveiller à Diamond. Oui, c'est. C'est le prochain, non, je crois. Non, c'est pas le 4. prochain, c'est le 4. Ouais, c'est le 4. Ah, donc Diamond cette année, je vous le promets. D'accord. Oh merde. Oui. Dragon Quest, la quête de Dai, le spin-off sur Havane. Je sais pas, j'arrive rien à lire là. Il y a aucun mot que je reconnais. Il y a aucun mot que je reconnais dans ce titre. C'est quoi? Fly, C'est la le moustache. spin-off sur Havane de Fly. D'accord. C'est Fly, Aban et le Seigneur du Maladora, c'est ça? Oui, oui, Voilà, c'est ça, d'accord. Aban, pardon. Il Aban. fallait le traducteur. Le traducteur a vieillerie. Premier spin-off de Dragon Quest à sortir en France. Bah, On est curieux. On est curieux, on Ouais, a un un peu peu. peur. Les dessins, ils sont un peu rétro, donc pour l'instant, sur le dessin, moi, ça me plaît. Mais je me demande vraiment pourquoi vous me racontez cette histoire alors qu'elle est déjà dans le manga. Mais bon, on va voir. Bah, on va ça, voir. c'est peut-être juste comment dire, un truc pour les fans, tu vois. Ouais, mais c'est- tu connais ma passion des histoires que j'ai pas envie qu'on me raconte, tu vois. Ouais, je sais. et c'est pour le mois de mai. La semaine prochaine sort un autre manga Jump Plus. La comédie, tranche de vie, je vous fais le pitch. Ça s'appelle Ramen à Kaneko. C'est l'histoire de Tamako qui va dans un restaurant de ramen pour passer un entretien d'embauche. Mais ce restaurant de ramen a une particularité. Il est assez spécial puisqu'il est tenu par des félins. La tête de cagnard, j'adore. Il vient de s'essuyer Ça allait la avec le tête en silence mode, et tout. Oh là là. Et donc du coup, elle avoue au patron qu'elle préfère les chiens. Et ça a déclenché chez lui l'envie de l'embaucher. Ah ouais. Pour lui faire changer d'avis. Elle devient la happiness manager du Ah restaurant. ouais. C'est tellement disruptif. Enfin, la happiness manager des employés, pas des Des employés, aussi des employés du restaurant. Oh, Bah, des d'accord, employés ok. chats. Oui, oui, des employés. Oui, Félins, voilà. exactement. Waouh. Waouh. C'est les titres totalement chelous, what the fuck, que Shueisha sait faire. Ouais, bien Qu'on sûr. a dans le Jump. Il y en a d'autres qui sont pas sortis en France, mais qui Ouais, sont oui. complètement fous comme ça. Bah voilà, là en termes d'absurdité, Oui, je pense que ça va se placer là. Après, faut peut-être qu'ils ralentissent un peu avec les chats là, parce que ça commence à être grillé le côté forceur. On rajoute des chats au scénar, tu vois. ouais, mais on regarde, ça se vend toujours autant. Ça se vend toujours autant. Donc, Oui. est-ce que le fait que ça soit des chats qui tiennent un restaurant, ça va pas mieux se vendre? Je sais pas. Après, ça dépend. Il y a plein de trucs. Comment dire, d'autres mangas de chats. Enfin, je pense que j'en avais déjà parlé, mais il y a des magazines de prépublication que avec des mangas de chats. Donc, vous savez, Moi, y en a encore plein. il y avait un moment où j'avais une théorie qui était les mangas de chats ne se vendent que s'ils sont beaux. Mais les dernières années m'ont complètement donné tort. Et maintenant, ma nouvelle théorie, c'est les mangas de chats se vendent. Point. C'est tout. Ouais. Tu mets ce que tu veux dedans, c'est un manga de chat, ça part. Après, là, c'est du chat un peu barré what the fuck. Ouais, voilà, moi, c'est ça qui me. Oui. Avec, j'espère qu'ils sont pas dans un délire furries et compagnie, tu vois. Non. Non, Tant il y a mieux. des humains et des chats quand même. Parce qu'on a vu Ça, Cats, le live à quoi ça ressemblait, c'était gênant. Ah oui, la comédie Oui, musicale. la comédie musicale Cats. mais Le trauma. Salut Idriss Elba. C'était sympa de faire lui. Moi, j'avais été traumatisé parce que dans la série télé Friends, Ouais. dans la VF, à un moment donné, ils font une blague sur la comédie musicale et ils disent: tu connais la comédie musicale Chat? Oui. Ah bon? Dans la VF, c'était le chat? Parce que même à l'époque, ça s'appelait Cats. Mais Oui. c'est toujours Mais à un appelé moment Cats. donné- Ça rappelait Cats, il n'y a pas eu de Mais à un traduction. moment donné, il est dans une VF, il y a tu connais la comédie musicale Chat? Et Chat. qu'est-ce que c'est que- de quoi il parle? Je sais pas sûr. Et ça, je m'en suis jamais remis. Ouais, bah oui. Bah ça se voit, t'en parles des années après. Est-ce que quelqu'un connaît cette comédie musicale? Chat? Je comprends pas. Pourtant, c'est dans Friends. Et Friends, c'est comme la Bible. Il y a plein d'informations dedans. Des bibles. C'est l'une des Bibles, évidemment. Bon, on a fait le tour. Je me rends compte rapide. que j'ai oublié un manga. Aïe, lequel? La main gauche de Dieu, la main droite du diable. Ah. Nouveau manga d'horreur, Attends. une nouvelle sortie de manga d'horreur signé Oumez. Voilà. Ah, Celui-là, je l'avais passé, je sais pas pourquoi.
Oui. Vous avez vu la liste de mangas qu'on a Voilà, sorti là, là là, là. encore. Ouais. Et il y a des trucs dont on n'a pas parlé. Évidemment. Mais non, on a- Et il aurait fallu qu'on en parle, mais voilà. On avait une liste, on s'y tient. Et vous voyez qu'il y a énormément de sorties. On va essayer de vous mettre aussi le nom de tous les mangas dont on a parlé dans cette émission pour que vous puissiez les retrouver. bien sûr. Un jour ou l'autre. Parce que c'était la dernière fois, on a un auditeur qui n'a pas du tout compris quand on parlait de Tsutsui. Parce qu'on prononce très très mal le nom de Tetsuya, Tsutsui. Moi, je pars du principe que je prononce mal tous les prénoms et les noms japonais. Hein. Faut vraiment pas se baser sur ma façon de dire. Donc Oui, et après, on ça va peut essayer être de compliqué faire de ça retrouver, proprement. ouais. Bah Ok, oui, voilà. évidemment. Non, mais ça fait plusieurs fois. Il y avait aussi Lost qui avait pas été reconnu par un auditeur qui pensait qu'on parlait d'un manga alors qu'on parlait d'une série télé Lost, effectivement. On parle mal. Bah oui, mais ça c'est pour ça. Toi surtout, Maxime. Oui, mais c'est ça dans les podcasts, c'est le principe de mal parler. Sinon les gens nous écouteraient. Pardon. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi cette émission. Dimanche, on reviendra du coup sur ce nouveau système cette nouvelle plateforme. Voilà, c'est ça, plateforme de lecture en ligne qui s'appelle Nova Manga. J'aime bien le nom. Oui. Tu penses que ça va exploser ou pas? J'espère pas pour les mecs qui ont mis des billes là-dedans. Bonne lecture à tous, à dimanche. Ciao, salut. Salut.